j'ai une autre question. Oui. Je voudrais vous entendre parler du pourquoi de la position de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne dans cette guerre. Alors, l'Espagne, c'est une affaire de pognon. La France, c'est une affaire de pognon. L'Allemagne, c'est une affaire de pognon. Bon, alors on précise. La position de M. Chirac est fonction des directives du groupe Total Fina Elf Crédit Agricole. Il faut savoir que nous avons passé des marchés, nous, c'est-à-dire les Allemands, les Italiens et les Français, et les Russes, nous avons passé des marchés avec les Irakiens, ces marchés devant, en principe, entrer en vigueur à la levée de l'embargo. Donc ça, pendant 12 ans, on s'est battu pour essayer de faire lever l'embargo des Nations Unies. Ça ne marchait pas, comme on n'est pas plus con que la moyenne. Nos fabricants d'armement ont vendu, non pas des systèmes complets d'armement, ça se serait vu, mais des éléments à l'Irak. À partir du moment où les Américains auront les preuves de ça, on va être mal, nous Français et eux Allemands. Alors on a essayé de vendre des trucs apparentés à de l'industrie civile, mais pas seulement. Alors, il y avait des gens qui étaient au courant de ça. En particulier dans l'affaire des frégates de Taïwan, il y a 8 morts, hein, dont au moins un que je connaissais bien au plan français. Oui, il est tombé du 4e étage de son appartement en faisant ses carreaux. Je n'ai jamais vu faire ses carreaux. C'était pas le type à faire ses carreaux, il avait une femme de ménage et... Bon, tout vient à point qui sait attendre. Le père, qui est un ancien directeur de nos services secrets, a fait rouvrir l'enquête. On n'en est pas sorti. Donc, parmi les gens qui étaient bien au courant, il y en a plusieurs. Monsieur Serge Dassault est au courant. Un certain nombre de dirigeants de Total Fina Elf sont au courant. Pourquoi? Parce que Elf, c'était la banque extérieure. Des gens des industries de l'armement, Thomson, Matra, ça s'est regroupé sous EADS. Donc, ah bah Lagardère, il est mort, une mort naturelle, voyons, pensez bien. Dans ce genre d'affaires, les morts sont toujours naturelles, on meurt d'un arrêt du cœur. Bah oui, on meurt d'un arrêt du cœur. Bon, il y a une enquête qui a été ouverte à la demande de la famille Lagardère sur la mort de Jean-Luc Lagardère. Ah, écoutez, je ne sais pas à cause de quoi, moi je constate qu'il y a une enquête. Si j'avais des éléments précis, je vous les dirais. Mais moi, je ne veux pas me retrouver au tribunal en disant « vous avez dit ça, il n'y a pas de preuve ». Moi, je me pose des questions. Et pourquoi la famille a demandé une enquête? Bon, alors, maintenant, il existe encore un de mes livres. Il n'est pas là, je vous le dis tout de suite. Chez Flammarion, qui s'appelle « Mes services secrets ». Et qui vous explique un certain nombre de choses, en particulier sur le syndrome de la guerre du Golfe, mais surtout sur un trafic de munitions chimiques vendues par la France à l'Irak dans le cadre de l'affaire Lucher. C'est la société Lucher qui est morte. Mais voilà. Donc, nous avons vendu un certain nombre de choses, et ça fait longtemps qu'on fait du trafic d'armes. Vous savez, les missiles de croisière dont je vous parlais tout à l'heure, et dont je donne tous les détails dans le crime de guerre à l'OTAN, ils sont vendus en totale contravention avec le traité MTCR, qui est un traité de contrôle du régime des ventes des missiles. Monsieur Jean-François Bureau, questionné par Le Monde sur cette affaire, a répondu en mentant. Bon. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où la France vend du matériel qu'elle n'a pas le droit de vendre, elle se livre à du trafic d'armes d'État. Voilà. Oui? Moi, je voudrais vous demander comment c'est possible d'avoir assisté en direct à la télé d'une démonstration extrêmement convaincante qu'un avion qui tombe de haut, si on peut dire, se volatilise complètement. Parce qu'il ne s'est pas volatilisé. L'avion qui tombe. Vous savez, quand j'étais gosse, je suis allé sur le site d'un Boeing 707, le site de crash d'un Boeing 707 sur la montagne de la Soufrière en Guadeloupe. On ne voyait plus grand-chose. On voyait des points de belle, on voyait l'arrière de la queue, mais il y avait
combat qui tombe et qui arrive dans le sol, et qu'on voit quoi? Parce que je l'ai vu l'émission, pensez bien. On voit un grand nuage, on ne voit plus rien après, bien sûr, les morceaux sont dans le sol. Mais si on s'approche et qu'on gratte, ce que font les experts, eh bien, on se rend bien compte de ce qu'il y a des trucs dedans. On trouve des déchets. Et l'avion, il était tombé verticalement. Alors, en ce qui concerne le Pentagone, c'est différent. Il tombe horizontalement dans un bâtiment. Vous savez, les photos sont très parlantes. Et je n'ai pris que des photos publiées par les Américains. J'en ai d'autres qui me sont arrivées. Des photos argentiques, ce n'est pas des photos numérisées qui auraient pu être truquées, et qui me sont arrivées de mes sources internes au Pentagone, dont un sous-officier spécialiste de photographie, ce qu'on appelle Combat Camera Team. Ce sont les photographes qu'on déploie sur le terrain pour établir des preuves ou des documents pour l'histoire. J'ai travaillé avec eux dans le cadre d'opérations que je raconte dans Crimes de guerre à l'OTAN, et lui m'a tout de suite, il est né français, à 18 ans il a quitté Lyon, et il s'est engagé dans l'armée américaine, et maintenant il est américain, il a 36 ans. Il m'a envoyé un papier en me disant, mon commandant, c'est pas un avion. Voilà. Vous savez, si je me suis engagé dans cette histoire-là, je savais ce que je faisais. On a beaucoup critiqué Messant parce que c'est pas un spécialiste. Mais dans les milieux spécialisés, on ne critique pas Bunel. Je ne veux pas faire le malin. Maintenant, je suis quoi? Je suis un Pékin normal, condamné, déchu. Mais dans mon métier, j'ai été une pointure. Et pas seulement sur le terrorisme islamique. Le seul élément de film qu'on ait, ce sont des photos. Enfin, ça a été présenté sous forme de 5 photos. La photo 0, la photo 1, 2, 3, 4. J'ai pas utilisé la photo 0 dans le livre parce que j'utilise l'image de l'impact. Ça a été distribué, je ne me souviens plus quelle société, si c'est pas la société de presse ou quoi, et c'était soi-disant une caméra de sécurité devant le Pentagone. C'est extrêmement intéressant parce que même si c'est un bidonnage, le bidonnage est fait de telle manière qu'on ne peut pas prouver que c'est un Boeing 757-200. C'est un peu comme les discours de Ben Laden. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir les traductions. J'écoute Al Jazeera dans le texte. Je suis passé en arabe sur Al Jazeera, moi. Et oui. Donc, je peux vous dire que jamais, à aucun moment, Ben Laden ne revendique les attentats. Il s'en félicite, il remercie Dieu, il félicite les gens qui ont été dénoncés par les Américains. Mais lui ne les revendique pas. Et il dit pas c'est un tel. Alors, même s'il s'agit de bidonnage américain, jamais. Et il ne parle pas d'ailleurs du Pentagone, il parle des deux tours. Et j'ai encore une deuxième question. Votre contact au sein du Pentagone... Mes contacts au sein du Pentagone, oui. Là j'en ai pas mal. Sont donc tenus à la réserve et au silence? Oui. Comme mes contacts au sein des services français et britanniques, et seulement je suis connu, ils savent très bien que je ne grillerai pas mes sources, et ils ont des trucs à faire passer. Je vais vous dire, il n'y a pas de monolithisme. Un militaire n'est pas un traîneur de sabre et un buveur de sang. Une armée, c'est un service public. Un service de renseignement, c'est un service public. Il exécute les ordres qu'on lui donne avec une latitude qu'on appelle la raison d'État. Donc, on admet parfaitement de faire un truc illégal si c'est légitime. Mais si c'est illégitime, on n'admet plus. À partir du moment où l'État déraisonne, il n'y a plus de raison d'État. Donc, il y a des gens qui ont encore une conscience et qui font que je parle devant vous aujourd'hui, avec les risques que cela comporte. Est-ce que, dernière question, est-ce que ces dénonciations par le biais de l'Internet, sur des bulletin board systems, ou pour faire éclater la vérité sur le bidonnage du Pentagone? Non, l'affaire est trop énorme. Les gens ont besoin de nourrir leurs femmes et leurs gosses. Donc, ce qu'il faut, leur combat, c'est de nous informer. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement difficile. On peut, Messant et moi, par exemple, on peut intervenir. Ce que je fais devant vous aujourd'hui, c'est ça. Oui, mais Messant, excusez-moi. Mais Messant est discrédité par la presse, l'intelligentsia et la presse française, notamment le traquenard dans lequel il est tombé chez Ardisson, qui au départ était élogieux, puis ensuite, la semaine d'après, il a complètement retourné sa veste en disant que c'était un tissu de mensonge, etc. Mais bien sûr, seulement ça ne trompe pas tout le monde. L'Immonde a fait l'objet d'un bouquin sur la façon dont il ment en permanence. Donc si vous voulez, on est dans un combat qui est énorme actuellement. Et moi je me mets à la place de ces gens
qui ont tout intérêt à rester à l'intérieur des endroits où ils sont, de façon à faire sortir l'information. Ce sont des taupes volontaires. Une taupe ne se dénonce pas. Et c'est parce qu'ils savent très bien que, même sous la torture, je ne dirai pas leur nom, qu'à moi ils parlent. Il n'y a pas qu'à moi qui parle. Mais moi, ils savent qui je suis. Et jusqu'où j'ai été. Et je peux vous dire que, pour avoir passé, il y a 15 jours, 4 heures en garde à vue dans les caves de la DST, j'ai beaucoup d'amis dans cette maison. Parce qu'il y a quand même, parmi les flics et les militaires, un certain nombre de gens honnêtes qui ne cautionnent plus les crimes. Et vous savez, il y a un moment où pour l'honnête homme, la trahison est la seule solution. Moi, je n'ai pas trahi, j'ai fait ce qu'on me disait. Mais ceux qui m'informent actuellement trahissent, officiellement. En plus, je vais vous dire une chose, le 27 septembre 1972, je me suis engagé dans l'armée française pour servir l'intégrité du territoire et la population civile, les intérêts fondamentaux de la nation, en obéissant pour cela au gouvernement légalement en place. Même si de ma propre initiative j'avais trahi l'OTAN, je n'aurais pas trahi la France. Voilà. Est-ce que vos contacts vont produire prochainement, enfin, sans rentrer dans les détails, bien entendu, des éléments qui pourraient inverser le cours de la guerre? Non. Un caporal-chef ou un sergent ne peut pas changer le cours de la guerre. Même une pointure. Un homme tout seul ne change pas. Vous savez, un homme tout seul ne fera jamais tomber une république. Bien sûr, mais y a-t-il des généraux, des lieutenants-colonels qui soient... Oui. Oui. Et il suffit de lire les déclarations du général Clark au cours du mois de novembre et décembre. De voir les déclarations de M. Hans Blix ou de M. Scott Ritter pour voir qu'il y a des gens qui parlent. C'est nous qui devons maintenant forcer nos élus à arrêter de soutenir un certain nombre de salauds. Parce que tous nos élus ne sont pas des salauds. Bien sûr qu'il y en a qui sont défendus. Mais vous savez, vous prenez une tranche de la population. Vous avez 20% de gens très bien, 20% d'affreux salauds, 60% qui hésitent entre les deux. Même pour un bonhomme, c'est la même chose. Tout le travail, c'est de décider les 60% à choisir le bon côté. Dans les services secrets des États-Unis qui étaient en dehors du complot, parler de la Navy. Est-ce que vous avez une... qui était pour du bon côté des choses, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez confirmer la chose? Alors voilà ce que je vais vous dire. Dans le complot actuel contre les dérives américaines, vous avez beaucoup de gens de la marine. La marine est une arme de tradition. Vous avez, parmi les combattants purs et durs, vous avez beaucoup de gens des US Marines. Vous avez beaucoup de gens qui sont originaires du sud des États-Unis, même s'ils sont des non-allemands. Je ne citerai aucun colonel Schmitt en particulier. Et ces gens-là, oui, sont prêts, où qu'ils soient dans quelques services, à lutter contre. Mais vous avez des gens bien au sein de la CIA, vous avez des gens bien au sein du Secret Service. Le problème est là. On ne peut pas dire tel service est pourri et tel autre est bon. Vous avez des gens bien partout et ce sont des cryptos. Et c'est ce qu'on a à la DST. Moi, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer un officier de la DGSE, donc nos services de secret extérieur avec qui j'avais déjà travaillé en Bosnie-Herzégovine, je le rencontre fortuitement à Paris, et il dit « Ah, mon commandant, ça fait plaisir de vous voir. » Il faut vous dire que dans la boîte, on était devant la DGSE, c'était fortuit, j'avais affaire dans ce coin-là. Dans la boîte, il y a 50% pour vous et 50% contre vous. Et je lui ai donné quelques éléments complémentaires. Il me dit « Oh, putain. » Alors on comprend mieux. Voilà. Mais le problème est là. Vous ne pouvez pas dire qu'un service est bon ou un autre est mauvais. Bonjour. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit rappel historique des événements en Afghanistan depuis le début des années 70? Il se trouve que j'ai des amis afghans depuis... Il y avait un accord de défense entre les soviétiques et les afghans. Comme nous avions des accords de défense avec les pays africains. Au terme de ces accords, si nous avions besoin, nous demandions aux pays, alors eux, l'Afghanistan, nous, les pays africains, on a vu ça en 14, les gens sont venus mourir dans nos tranchées, et si eux avaient besoin, nous intervenions pour les aider. Et les soviétiques intervenaient pour aider les Afghans. À ce titre-là, ils entraînaient les armées afghanes. Armée de l'air, armée de terre, bon, il n'y a pas de marine, mais il y a des troupes de montagne, etc. Et les parachutistes. Je peux en parler parce que pendant que j'étais instructeur à notre école du renseignement et des études linguistiques, je partageais mon bureau avec un colonel réfugié afghan de l'armée de l'air qui avait été pilote du roi et qui avait été formé par les soviétiques.
Et chez nous, dans notre école, il était professeur de russe aéronautique, militaire. Quand la révolution qui renverse le roi intervient, c'est 1973, se met en place une série de régimes, parce que les tribus se bouffent le nez entre elles. Les soviétiques, au départ, ne s'en occupent pas. Ensuite, ils essayent de mettre en place un régime communiste à Kaboul. Le communisme et l'islam, c'est pas bon, ça marche pas ensemble. Et vous avez toute une série de combats, avec notamment, soutenu au départ par les Russes et ensuite par les Européens, un certain commandant Massoud, qui était arrivé à réunir, fédérer un certain nombre de tribus. Les tribus s'appellent là-bas des satrapies. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afghanistan, ce que m'expliquait Golpacha Mohabbat, l'Afghanistan n'existe pas comme pays. C'est un non-pays à l'extérieur des frontières nationales. Un peu comme la Suisse, si vous voulez, qui ne vit que parce qu'elle vit par canton, et les cantons ont décidé de s'entendre contre les oppressions bavaroises. Et ça a créé la Suisse. Ce qui fonctionne. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe en Afghanistan. Donc, ce régime pro-soviétique, tout islamique, je vous rappelle, ça ne s'appelle pas l'Alliance du Nord, hein, ça s'appelle le Front islamique uni pour la libération de l'Afghanistan. Donc, ce régime-là n'a pas le soutien des États-Unis. La CIA soutient un autre régime qui est à Kaboul. Ce régime de Kaboul est renversé par les talibans. La CIA soutient les talibans. La CIA a un agent sur place. 2 agents sur place. Et puis, dans les années 80, en arrive un autre, qu'ils connaissent mieux, qui s'appelle Oussama Ben Laden, qui lui prend le relais du contact entre les régimes qui luttent contre l'URSS et Massoud, avec l'argent de la CIA. Quand le régime des talibans arrive en place, il passe un accord avec un groupe financier investissant dans le pétrole, UNOCAL, Union Oil of California, pour créer un pipeline. Et puis rapidement, ça ne l'intéresse plus, il a d'autres vues, en particulier avec le Xinjiang et la Chine. Et le projet de pipeline, dans lequel on a investi un certain nombre de milliards de dollars, 4 ou 6, je ne me souviens plus, reste gelé. Mais les talibans mettent en place, aidés par l'Arabie Saoudite, une police religieuse, qu'on appelle en français l'administration pour la répression du vice et l'incitation à la vertu, qui existe en Arabie Saoudite, c'est là qu'elle a été créée, et on les surnomme là-bas les Moutalwa. Moutalwa, chez nous c'est calotin, on dirait calotin, mais c'est plus méchant. Calotin c'est méprisant. Eux c'est en plus, on les déteste, quoi, les Moutalwa. Et ce que me disait un Séoudien, parce que les Moutawa matraquent les gens qui ne vont pas à la prière, j'ai pas besoin de ces gens-là, je suis bon musulman, quand on appelle à la prière, je vais à la prière, j'ai pas besoin qu'on me pousse. En français, je veux bien obéir, mais j'aime pas qu'on me commande. C'est ça, c'est humain. Les Moutawa mettent en place tout un tas de restrictions qui n'existaient pas en Afghanistan, en particulier sur l'accès des femmes à la santé, au travail. Alors, on a parlé du grillage, la burqa. Ça fait plus de 400 ans que ça existe chez les Pashtuns. Et ça se porte toujours, hein. Ça n'a rien changé. C'était le prétexte, c'était les images, comme les 2 Bouddhas de Boumian. Je veux dire, qui en avait entendu parler avant ça? Il y avait un certain nombre d'érudits qui connaissaient les Bouddhas de Boumian. Mais je veux dire que d'abord, ils n'étaient pas particulièrement magnifiques. Et puis ensuite, hein, il y en a eu des Bouddhas dans cette région. Cette région était très très bouddhique à l'époque du bouddhisme, c'est-à-dire 540 avant Jésus-Christ. Enfin, bon, 300 avant Jésus-Christ. Tout ça a disparu, l'époque. Donc, voilà où on arrive. On arrive avec les talibans qui, mettant de la moralité partout, commettent le crime fondamental de s'entendre avec les Chinois. Et les talibans ne sont pas plus bêtes que la moyenne. Ils ne gèrent pas l'Afghanistan. Ils gèrent la zone Pashtun. Kaboul, les montagnes jusqu'à Tora Bora et toute cette espèce de doigt qui rentre en Chine. Seulement, c'est la zone du pavot. Et les talibans disent, on a besoin de faire de l'agriculture, pas du pavot. Donc, ils interdisent le pavot. Ouais, il n'y avait pas moyen d'interdire le pavot, parce que les paysans font plus de pavot, plus de fric avec du pavot qu'avec autre chose. Et les talibans se foutent de ça. C'est bam. Immédiatement, un certain nombre de milliers de tonnes
de morphine base qui disparaissent par an des caisses de la CIA. Vous comprenez que ça ne pouvait pas. Face à une alliance du Nord. L'alliance du Nord, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui, pour le moment, s'entendent. Ils se reboufferont sur le nez après, ils se rebouffent le nez après, c'est pas grave. Mais pour le moment, ils s'entendent. Et Massoud, qui a plus de soutien des soviétiques puisqu'ils n'existent plus, s'est tourné vers l'Union européenne. Et il s'est tourné vers un général, qui en plus est maintenant député européen, qui s'est illustré en Bosnie-Herzégovine en allant à Srebrenica pour desserrer l'enclave des Serbes. C'est le général que les musulmans appellent général Courage, c'est le général Morillon. Donc Massoud et Morillon, c'est un bon contact. Mais l'Union européenne n'existe pas. Donc Massoud, il se trouve le bec dans l'eau. Quand il se rend compte de ce que ça tourne mal en 2001 entre le régime des talibans et les États-Unis, il se dit, on va voir ce qui va se passer. Mais il était encore en guerre. Mais pendant une guerre, on a toujours des contacts avec l'adversaire ou même l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a une demande d'interview par deux personnes, générée par Oussama Ben Laden. Et évidemment, pour Massoud, Oussama Ben Laden, c'est les États-Unis. Donc il dit oui. Sous-entendu, bon, on va voir ce qu'ils me proposent maintenant. Ils ont besoin de quelqu'un pour prendre Kaboul. Je peux prendre Kaboul avec mes troupes. Il était un peu présomptueux. Il a accepté les journalistes. Les journalistes arrivent avec une caméra qui est filtrée par le contrôle de sécurité et les gardes du corps de Massoud. Gardes du corps, formés on ne sait pas où. Alors, ou bien ils n'ont rien vu, ou ils ont piégé la caméra. La trahison, c'est nouveau, c'est pas nouveau. Ça fait partie de ce métier. Bref, Massoud est assassiné le 8 septembre. On annonce sa mort un peu plus tard. La conférence de Durban se finit le 9 septembre. Les avions frappent le 11 septembre. Le missile aussi, d'ailleurs. Et donc, dans le déclenchement de cette gigantesque lutte du bien contre le mal, on peut utiliser les troupes en les armant qui avaient été sous le commandement de Massoud, parce que quand elles vont prendre Kaboul, on pourra mettre un fantoche. Si Massoud avait pris Kaboul, c'est l'Europe qui serait présente en Afghanistan. Et pas l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Russie, pas une Union européenne. Et ça n'aurait pas troublé du tout ces différents pays de voir passer les Chinois. On s'entend bien, nous, avec les Chinois. On n'a pas eu des avions espions qui ont été piqués et renvoyés dans des bateaux poubelles. Ah oui, voyez où on en est. Et donc, les Américains ont fait assassiner Massoud. Ah, ça c'est une thèse de Bunel. Non, non, rassurez-vous, je ne suis pas seul. En plus, moi je suis autorisé à le dire. Je sais de quoi je parle, je connais ces coins-là, et je sais comment ça fonctionne, puis c'est évident. Et on a tout de suite annoncé qu'il avait été victime d'un attentat, et on a laissé traîner pour annoncer sa mort. Officiellement, il était blessé, mais il a été tué sur le coup. Source des journalistes d'Al Jazeera, puisque je travaille avec eux de temps en temps. Pourquoi on ne veut pas que les Chinois passent en Afghanistan? Je n'avais pas entendu. Ah ben moi je veux très bien qu'ils passent en Afghanistan. Le problème des Chinois actuellement, c'est qu'ils ont un certain nombre de ports qui font de l'exportation de matériel. Ça peut être de l'armement ou de l'explosif, entre autres choses. Ça peut être autre chose, attention, ils ne commercent pas que des trucs d'armement. Ils font aussi passer du matériel qui vient de Corée du Nord. Vous pensez bien que ce matériel sensible, il est beaucoup plus intéressant pour les Chinois qui passent par voie terrestre à travers la Chine, parce que ça veut dire qu'il y a des caravanes routières, donc avec des gîtes d'étape. Ça permet aux Chinois de relancer sans investissement une activité économique au Xinjiang, qui est une région musulmane qui leur pose régulièrement des problèmes. Parce qu'on parle du Tibet, mais le Xinjiang, ils ont aussi les mêmes problèmes. Donc l'intérêt pour eux d'ouvrir une activité commerciale, c'est qu'un gîte d'étape, ça veut dire des caravansérails, nous chez nous on dit des hôtels routiers, c'est des restaurants, c'est des stations-service, c'est une activité locale. Et toutes les satrapies afghanes qui étaient traversées, et les tribus pakistanaises, de même que les villes du Xinjiang, étaient intéressées à cette voie commerciale. Et ça permettait aux Chinois de faire passer dans des camions
des trucs que ne pouvait absolument pas contrôler la marine américaine qui tient les détroits des mers chaudes. Et vous comprenez bien que si vous voulez envoyer, je ne sais pas moi, par exemple au Hamas, du matériel, en particulier des munitions de 82 mm de mortier, je dis ça complètement au hasard, vous me connaissez, il est beaucoup plus intéressant de passer par voie terrestre jusque à des pays comme l'Irak et la Jordanie et la Palestine, parce que là les frontières passent, et croyez-moi, je connais suffisamment le sud jordanien pour connaître les passages, je ne suis pas le seul, donc il y a des passages que je ne connais pas. Eh bien, c'est beaucoup plus simple pour eux que de passer par tout un tas de mers, dont le canal de Suez. On a bien vu les interceptions de cargo venant de Chine à destination des Palestiniens. Tout ce commerce en Chine. Tout ce commerce. Mais je vais vous dire, même le renseignement est une marchandise. Ça s'achète, ça se vend, ça s'échange, ça se falsifie, ça se copie. Eh bien, les Chinois, en fait, peuvent vendre pour des raisons politiques. De toute façon, ils ne perdent pas d'argent. Le jour où vous verrez un Chinois perdre de l'argent, c'est qu'il n'est pas chinois. Ou alors qu'il va en gagner beaucoup après. Donc c'est commercial et ça peut être politique. Oui? Le quatrième avion aux États-Unis qui s'est écrasé, vous avez quelque chose dessus? Oui, alors donc il y a 4 avions. Je rappelle les faits. Il y en a 2 qui tombent sur les tours, ça il n'y a pas de problème. Ce qui me paraît plus bizarre, c'est la façon dont les tours s'effondrent, mais ça c'est un autre débat. Ensuite, il y en a un qui tombe près de Pittsburgh. Cet avion-là aurait été sauvé par les héros américains, les passagers intérieurs. Mais le vol A77, je relisais mes écrits parce que on trouve, non c'est pas que je dirais des mensonges, parce que des fois je me souviens pas forcément de tout, parce que je suis obligé de compulser beaucoup de notes, je peux pas les apprendre par cœur, mais si j'ai une bonne mémoire. Et là le récit est détaillé. Je reprends un article de presse en citant les sources de l'article de presse. On annonce à Dick Cheney, qui est en train de descendre dans les structures tubulaires, qui est un espèce de... Dick Cheney, les gens du Secret Service, l'amènent en vitesse à la salle en dessous. Et pendant ce temps-là, Condoleezza Rice qui arrive a des informations, et un avion serait tombé sur le Kentucky. Ce qui est intéressant, alors l'avion de Pittsburgh, soi-disant, était destiné à aller tomber sur la Maison Blanche. Ça, c'est ce qu'a dit la légende. L'avion de Pittsburgh, il tombe, on en retrouve les débris. Mais moi, je me mets à la place des pirates, puisqu'ils étaient équipés, c'est vrai, puisque c'est la presse américaine qui l'a dit, de cutters et de couteaux. Ils ont donc été désarmés par des passagers courageux, qui vont être les héros de films d'Hollywood. Et en les désarmant, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont pété un carreau, ils ont renversé un verre de whisky. Bref, l'avion tombe. Alors pourquoi il se répand sur 11 km? Eh bien, si il avait été frappé, par exemple, par un missile Sidewinder de la défense aérienne, il se répand sur 11 km. Moi, je me mets à la place du commandement du NORAD, c'est-à-dire le commandement de défense de l'espace aérien américain. 2 avions frappent les tours du World Trade Center. L'ensemble des services d'alerte disent qu'il y a 6 avions qui ne répondent pas au transpondeur. Donc, sur les 6, il y en a 4 qui reprennent le contact transpondeur, la menace se dissout. Il y en a 2, le vol A77 et l'autre, là, celui qui est tombé sur Pittsburgh, qui continuent à ne pas répondre. Quand on lit les témoignages des aiguilleurs du ciel de l'aéroport international de Washington-Dulles, le vol A77 disparaît de leurs écrans de contrôle au-dessus de l'Ohio. On a retrouvé les débris du vol de Pittsburgh répandus sur 11 km. Donc pour moi, c'est un des F-15 de la défense aérienne qui l'a battu d'un coup de missile Sidewinder. Et je ne leur en veux pas. Pas plus que je n'en ai voulu aux soviétiques qui ont fait tomber un Boeing 747 sud-coréen qui survolait des zones interdites du Kamtchatka, malgré le fait que le contrôle aérien soviétique leur demandait de retourner sur les lignes internationales. Ils ont voulu se servir d'un avion civil pour faire de l'espionnage en prenant des passagers en otage, puisque c'est ce qui se passe. Eh bien, on leur a tué les passagers, il n'y a rien à dire. Les Américains se trouvent avec 2 avions, une menace qui va, ils ne savent pas sur où.
Mais la route de Pittsburgh allait vers Washington. Donc, on le fait tomber, il n'y a rien à dire. Alors, le vol à 77, où est-il? Je réponds, je ne sais pas. Mais il disparaît des écrans de l'Ohio. Or, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis dans des domaines sensibles. Il existe aux États-Unis un certain nombre de zones 51. Les zones 51 sont des zones interdites d'accès. Ou bien parce qu'on y fait des essais, ou bien parce qu'on les réserve pour un certain nombre de choses. Alors c'est un code, hein. C'est pas forcément des zones extraterrestres, hein, les zones 51. Moi, dans une zone 51 où j'ai passé 1h30, j'ai vu une expérience tout à fait sidérante dans une boîte en plexiglas, en plaque de plexiglas, un cube. Il y avait une balle de ping-pong. Elle a été éclairée par un côté par une lumière, on la voit qui commence par être un peu légèrement bleuâtre, un peu comme les étiquettes là, des numéros, et puis elle devient rouge, et puis elle disparaît, et puis on voit la balle de ping-pong qui monte et qui se met au milieu. Alors moi j'ai vu des trucs hein, de lévitation, vous mettez des électroaimants, vous mettez un truc magnétique, ça se met entre les deux, bon ça me frappe pas. Mais une balle de ping-pong éclairée par un seul côté qui se met au milieu sans aller se coller, ou sans se repousser, ça me frappe. C'est tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas de quoi il s'agit, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais c'était dans une zone 51. Donc, il y a des zones interdites, par exemple, il y a des zones de reboisement, il y a des zones militaires interdites d'accès. Les États-Unis, c'est grand. Alors, je ne sais pas où est tombé le vol à 77. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas tombé sur le Pentagone. Alors, on nous a dit que le vol qui est tombé sur la Pennsylvanie, il allait sur le Pentagone, sur la Maison-Blanche. Connerie. Je l'explique dans Menace islamiste. J'ai suffisamment vécu au contact des services américains et de leurs ennemis musulmans. J'étais très bien avec les frères musulmans au Caire, vous voyez. Pour savoir que World Trade Center, on frappe un supermarché. Il n'y a plus rien depuis 1993 de sérieux dans le World Trade Center. On commence à y travailler à 10h du matin parce que de 9h à 9h30, à 7 ou 8 km de là au plus, des fois à 3 km de là, les patrons des agences représentées dans le World Trade Center participent à une réunion de direction où ils ont des directives sur un certain nombre de sujets. Toutes les bases de données sensibles depuis 1993 sont ailleurs. Donc on fait tomber un symbole. Un symbole de quoi? Du G7 ou de Davos. En frappant le Pentagone, les musulmans, si c'était eux, auraient frappé l'outil des États-Unis. Or, l'armée américaine n'est pas ce qu'il y a de plus détesté dans les opposants musulmans. En revanche, à supposer qu'effectivement, le vol de Pittsburgh ait été détourné, et effectivement par des musulmans, il l'aurait fait tomber sur la CIA. Langley est à 17 km de Washington. Donc la cible pour moi, c'était la CIA. Et si c'était moi qui avais détourné l'avion, c'est pas sur la CIA que je l'aurais envoyé, c'est sur le NSA, National Security Agency. Il manquait pas de cible dans ce coin-là, elles sont toutes proches, vous savez. Mais taper la Maison-Blanche, c'était con. Il n'y avait pas Bush, et ça pouvait se savoir. Des gens dénoncés comme musulmans par les États-Unis avaient fait péter la CIA, mais je vous raconte pas la liesse. Le thé, il aurait fumé. Voilà, je crois que c'est surtout là qu'il allait le 4e avion. Pourquoi les Américains n'ont pas fini le travail lors de la dernière guerre du Golfe concernant Saddam Hussein? Il n'y avait pas de travail à finir. Le mandat de l'ONU était de repousser manu militari les troupes irakiennes qui étaient au Koweït. Ça a été fait. Tous les jours de cette guerre, j'étais au contact du général Schwarzkopf, parce que j'étais l'intermédiaire, j'étais l'interprète de Roggehoff auprès de Schwarzkopf. Roggehoff comprenait parfaitement l'anglais, mais l'intérêt d'avoir un interprète, c'est qu'il a plus de temps pour répondre aux questions. Et l'intérêt pour Schwarzkopf, qui comprenait à peu près un peu le français, vous comprenez, il ne parlait pas, mais il comprenait, c'est le même. Et nous avions une grande confiance, à tel point que quand il est parti à la retraite, il a invité un certain nombre de gens, dont Roggehoff et moi. Il n'a pas invité Roggehoff à son aide de camp. J'ai reçu une invitation nominative. Quand je suis arrivé, donc j'étais avec Roggehoff, avec l'attaché militaire français aux États-Unis, on est allé le saluer. Roggehoff me voit, il se tourne vers sa femme et il lui dit « Et voici Pierre ». Elle me dit « Oh, c'est vous !»
Vous voyez les liens que nous avions. Quand nous sommes revenus de Safwan, dont on parle en ce moment, où nous avons rencontré les militaires irakiens. Là, j'étais là comme écouteur de l'arabe pour Rojov. En revenant de Safwan, tout étant fini, Rojov lisait la presse et Labillière, l'anglais et Schwarzkopf discutaient. Moi, j'étais assis dans mon coin, je les écoutais parler. Et Schwarzkopf se tourne vers moi, il ne comprenait pas pourquoi les Palestiniens s'étaient mêlés de cette affaire. Et il se tourne vers moi et dit « Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ?» Je lui ai donné ma position. Il m'a regardé, il me dit « Oui, mais ça, c'est pas politiquement correct. » Le fait est que les Palestiniens, depuis des décennies, vivent dans le désespoir. Et qu'ils se sont fait baiser systématiquement. Que les États-Unis ont mis des vétos à toutes les résolutions des Nations Unies qui les concernaient. Bon, il ne faut pas avoir peur des mots. À partir du moment où vous manquez d'équité, vous créez des désespoirs. Désespoir, desperado, terroristes. Et c'est pas parce qu'ils sont musulmans, hein, parmi les Palestiniens shuhud, c'est-à-dire martyrs, il y a des chrétiens. On ne le dit pas. Et oui, Palestiniens chrétiens. Les gens sont palestiniens, avant tout. La femme d'Arafat est chrétienne. Hein. Il n'existe pas ce clivage. C'est un faux. Donc, pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout? Eh bien, on est allé jusqu'au bout. Et le matin du dernier jour, du 28 février, Schwarzkopf attendait d'être appelé par Powell. Il s'est tourné vers nous. Et il nous a dit, écoutez bien, et vous serez témoin, for the record, c'est-à-dire pour l'histoire. Le téléphone sonne. Il passe en téléphone amplifié. J'entendais Powell, j'entendais les réponses. Powell demande à Schwarzkopf, Norm, est-ce que on va jusqu'à ce soir ou est-ce que vous pouvez arrêter ce matin? Et Schwarzkopf lui répond, General, si on s'arrête ce matin à 8 heures, on aura fait la guerre des 100 heures. Les Israéliens ont déjà fait la guerre des 6 jours. À 8 heures du matin, heure de Riyad. Oui, je n'ai pas de site internet, donc j'ai peu d'informations. J'avais appris après les événements donc, du 11 septembre qu'il y avait eu un défi d'initié concernant des actions correspondant à des sociétés qui étaient dans les tours. Est-ce que vous pourriez me donner plus d'informations là-dessus? Alors, les délits d'initiés sont beaucoup plus larges que ça. Si on observe les mouvements de bourse, en juillet 2001, donc on est bien avant le 11 septembre, le Los Angeles Times annonce que la société Enron est en faillite. Ça, on essaye de calmer l'affaire, de temporiser. Les gens d'Enron commencent immédiatement, les 30 qui ont fait fortune avec cette faillite, commencent à manipuler leurs actions, en rassurant leur personnel qui est actionnaire, puisque leur retraite était investie là-dedans. Et on sait qu'il va y avoir d'autres bascules, en particulier des effondrements de compagnies aériennes, auxquels on a assisté après. L'intérêt d'avoir une frappe un mardi, c'est que ça ferme mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, Wall Street. Pendant 5 jours, il peut y avoir tout un tas de déplacements de fonds. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Alors, il y a un livre que je vous signale de Dominique Predali aux éditions Alias, etc. Alias, etc. Ce livre n'est pas très joli parce qu'il est carré, c'est beaucoup de présentations internet, il est remarquablement documenté. Et Dominique Predali est une journaliste très honnête. Ce bouquin est passionnant pour comprendre les histoires financières de cette période cruciale. Et ça commence pendant la semaine de Durban, parce qu'un certain nombre de gens savent ce qui va se passer. Le titre, c'est quoi? Le titre, c'est « Ce sacré Ben Laden », point d'exclamation. « Ce sacré Ben Laden », point d'exclamation, aux éditions Alias, etc. Et l'auteur? Dominique, c'est une fille, Predali, P-R-E-D-A-L-I. Merci.